de la photographie de cette façon. Comme plusieurs de ses contemporains, Eva expérimente de nouvelles façons de percevoir le monde à travers l'objectif de son appareil. Elle fait partie d'un groupe de photographes d'avant-garde qui ont quitté la Hongrie pour Berlin. Être hongrois pose un problème. Quand le nombre de personnes qui parlent votre langue est limité par la taille de votre pays, vous devez trouver un langage universel. Écrire avec de la lumière. Pour un Hongrois, la photographie est le moyen d'expression par excellence. La photo est en plein essor à Berlin. Certains des meilleurs journalistes photographes sont représentés par une agence nommée Defot, qui est dirigée par un Hongrois. Je l'ai emmené chez Defot en disant « Voici un gentil garçon, très intelligent. Peux-tu le faire travailler ?» Il a dit oui. J'ai introduit Kappa dans le monde de la photographie et j'en suis très fière. Kappa fait les courses et travaille dans la chambre noire pendant 1 an avant de profiter d'une occasion extraordinaire. Ce jour-là, Léon Trotsky doit faire un discours à Copenhague et tous les photographes de Defot sont déjà pris. Kappa a dit « Laissez-moi y aller, je vais le photographier. Donnez-moi une chance. » Trotsky est en exil, hanté par la crainte des assassins soviétiques. On le surveille de près. J'avais un petit Leica dans ma poche. Personne ne pouvait deviner que j'étais photographe. Quand des ouvriers sont venus porter de longs tuyaux d'acier dans la pièce, je les ai accompagnés et mon petit Leica et moi sommes allés à la rencontre de Trotsky. Ces photos de Trotsky illustrent vraiment le charisme et la passion de ce fervent révolutionnaire. Leur publication a eu beaucoup de succès, pas seulement en Allemagne, mais aussi ailleurs. À l'âge de 18 ans, Kappa est à l'orée d'une grande carrière, mais elle est vouée à l'échec en Allemagne. Quelques mois plus tard, Hitler s'empare du pouvoir et Kappa a la prudence de quitter le pays. C'était impossible pour lui de rester, car il était juif et gauchiste. Son patron, le chef de Defot, était perdu en raison de ses convictions gauchistes. Toute sa vie, Kappa aurait été une personne déplacée. Il a dû quitter la Hongrie à cause de son implication politique et il s'est retrouvé à Berlin. C'était une personne déplacée à plusieurs égards. Il regardait la vie à travers le prisme de son passé. Il n'a jamais oublié d'où il venait ni qui il était. Je crois qu'il éprouvait un certain ressentiment. André Friedman a grandi à Budapest, une ville divisée par la richesse, les classes sociales et la géographie. Jeune garçon, il traîne dans les quartiers chics de Buda, où les riches aristocrates font passer le temps dans des cafés. Il rentre ensuite à la maison dans le bruyant quartier de Pest, de l'autre côté du Danube, où ses parents tiennent un atelier de vêtements sur mesure. Julia et Deso Friedman sont aussi différents l'un de l'autre que le sont Buda et Pest. Plus jeune, Julia a été séduite par son charmant époux roumain, mais leur union s'est rapidement détériorée. Des ouvriers s'entassent dans le modeste appartement du couple pour fabriquer d'élégants vêtements destinés aux gens fortunés de Buda. C'était ma mère qui avait le sens des affaires dans notre famille. Elle travaillait d'arrache-pied, tandis que mon père était insouciant. Pour lui, le travail était secondaire dans la vie d'un Hongrois. À partir de 6 heures du soir, tout ce qu'il voulait, c'était sortir de la maison pour aller jouer aux cartes. Du côté de Pest se trouvait le café moderne, où les tailleurs de Budapest se rencontraient quotidiennement. Ils se plaignaient du calme des affaires en jouant à la belote.
Très souvent, Deso perd tout l'argent de la petite caisse de l'entreprise familiale. Je désapprouvais son mode de vie et j'admirais la grande force de caractère de ma mère. Je suis devenu un jeune homme énergique comme elle, alors que mon frère était attiré par le jeu. Au début de sa carrière, Capa photographie les vacanciers de la Côte d'Azur en France. Il dépense tout son salaire en une semaine. Quand on l'interroge à ce sujet, il explique qu'il devait expérimenter la grande vie pour bien la photographier. Il est aussi navré qu'on lui ait volé l'appareil Leica de son employeur sur la plage pendant qu'il se baignait. De retour à Paris, il ne trouve plus de travail, mais il continue à prendre des photos. Il venait parfois développer ses pellicules dans la petite chambre noire de mon père. Quand il n'avait pas le temps d'entrer, il déposait son film devant la porte. Il courait toujours dans tous les sens. Capa ne parvenait pas à convaincre les rédacteurs en chef français de lui donner du travail. Il n'avait pas beaucoup d'ordre. Gerda s'est alors chargée de lui apprendre la discipline. Comme Capa, Gerda Pohoriles est une réfugiée juive de l'Allemagne nazie. Et comme lui, elle a déjà fait de la prison pour avoir manifesté contre le régime fasciste avant de s'enfuir à Paris. Gerda parlait bien le français et d'autres langues. Elle était toujours maquillée à la perfection et pleine de vivacité. Gerda connaissait l'importance d'une apparence soignée. C'était une femme très solide, comme Julia. Maman, crois-le ou non, mais j'ai les cheveux courts, je porte une cravate et mes chaussures brillent. Je suis devenu un vrai gentleman, lavé et repassé, comme les petits bourgeois de Buda. Leur liaison sera orageuse et compliquée, mais durant l'été 1935, ils sont tout simplement amoureux. Je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Rien ne pourrait nous séparer, Gerda et moi. De retour à Paris, ils louent un appartement d'une pièce près de la Tour Eiffel. Je savais quel était ce qu'il avait de plus cher à ce moment-là. C'était une folle passion. Gerda me présente à tous les rédacteurs en chef. Elle m'aide beaucoup, tout en écrivant des articles. D'un autre côté, non seulement elle ne reprise pas mes chaussettes, ni les trous de ses bas, mais elle se démène tellement qu'elle en use une paire par jour. Elle allait vendre les photos au rédacteur en chef. Elle était très persuasive, mais ce n'était pas suffisant. Il fallait trouver un autre moyen. Ils ont alors inventé un photographe américain nommé Robert Capa, si réputé que personne ne pouvait l'approcher. Il était toujours à l'étranger pour le travail ou en vacances dans un endroit luxueux. Le nom de Capa était sans doute calqué sur celui de Frank Capra, qui venait de remporter un Oscar. À son tour, Gerda a changé de nom. Admiratrice de Greta Garbo, elle s'est fait appeler Gerda Taro. Ils sont devenus partenaires de travail. André Friedman était l'auteur des photos que Gerda vendait sous le nom de Robert Capa. Bien sûr, leur stratagème a été percé à jour. Comme les photos étaient excellentes et faciles à vendre, ils ont décidé qu'André Friedman allait réellement devenir Robert Capa. On dit qu'il a créé son propre personnage, mais il lui correspondait parfaitement. Ce personnage exploitait ses qualités naturelles. Si vous aviez imaginé un tel personnage tout en connaissant Bob Capa, vous auriez dit qu'il était destiné à en jouer le rôle.
Chère mère, je travaille maintenant sous un nouveau nom, Robert Capa. C'est comme une seconde naissance, mais sans faire souffrir personne cette fois. On ne peut parler de la guerre d'Espagne sans parler de Capa et de ses photographies, et surtout de celle-ci. Elle représente le moment précis de la mort d'un homme. Et il reçoit la mort, comme le dit notre poète Miguel. Il reçoit la mort debout. Il s'affaisse, mais il est encore debout. Il perd la vie tout en gardant sa dignité. Des avions fascistes bombardent Madrid avec le soutien d'Hitler et de Mussolini. Madrid était assiégée.